Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Anahit Pilibossian, elle est vice-présidente de la stratégie et du développement au sein du think tank Apply Armenia. Bonjour Anahit. Bonjour Annie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous revenez d'une conférence sur la sécurité qui a été organisée à Munich où vous animiez également une table ronde, vous étiez la modératrice et donc cette table ronde avait pour thème: les organisations multilatérales sont-elles encore pertinentes dans un ordre mondial basé sur les réseaux, ébranlé par la position du président américain Trump sur le multilatéralisme? C'est très compliqué, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on entend par organisation multilatérale et quelle est la position de Trump dans tout ça et quel impact ça peut avoir sur l'Arménie, justement, ces diverses décisions qui sont prises par le gouvernement de Trump? Alors, avant de vous répondre, je voudrais donner un peu de contexte. Nous nous étions lancés, nous avions postulé une demande pour organiser un side event autour de la Munich Security Conference, qui est une des grandes conférences mondiales sur la sécurité. Et l'idée générale derrière cette demande était d'élever le cas de l'Arménie dans les débats internationaux sur la sécurité. Et plutôt que de parler de nos problèmes à une audience arménienne, nous voulions parler de nos problèmes à une audience internationale. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser le thème du multilatéralisme, ou comment l'ordre mondial actuel est ébranlé par les annonces du président américain et aussi par l'émergence de plusieurs pôles et du Global South, donc le Sud global, et comment l'Arménie, avec son histoire post-soviétique, avec les grands événements qui ont ébranlé notre histoire ces dernières années, avec l'organisation du traité de sécurité collective, avec nos démarches aux Nations Unies, avec nos tentatives dans l'Union européenne, comment nous nous présentons. Et nous avons notre place. L'Arménie a sa place en tant que cas d'étude, si vous voulez, et nous avions donc d'autres intervenants, mis à part le Premier ministre arménien, qui représentaient d'autres cas d'études. Il y avait la Suède, l'Australie et l'Inde, parce que c'était une table ronde que nous avions organisée avec des partenaires indiens. Vous m'avez demandé la définition du multilatéralisme. Grosso modo, nous parlons plus d'organisations multilatérales. Donc, ce sont des institutions à part entière avec plusieurs États membres, comme l'Union européenne, comme les Nations unies, qui ont une bureaucratie indépendante. Donc, ce sont des institutions indépendantes avec des bureaucraties indépendantes. Et l'autre phénomène que nous observons dans le domaine sécuritaire, surtout, c'est que les pays, y compris l'Australie ou l'Inde, et peut-être l'Arménie, se profilent plus vers des formats minilatéraux qui sont beaucoup plus informels et beaucoup plus fluides pour pouvoir résoudre des problèmes clés, enfin des problèmes bien cernés, plutôt que de faire partie de l'OTAN ou de l'Organisation de sécurité collective. Donc l'Arménie s'inscrirait plus dans ce format-là, selon vos conclusions? Alors, je vous dirais que l'Arménie, comme les autres pays, fait les deux. Et en général, donc une des grandes conclusions de notre table ronde qui était privée était que nous avons besoin des deux. Les deux formats peuvent coexister et la crise que nous voyons du multilatéralisme est symbolique de la plus grande crise du changement ou des grands changements que nous voyons dans l'ordre mondial. Et donc, nous sommes en transition, il nous faut les deux. Surtout pour un petit pays comme l'Arménie, il y a des avantages et des inconvénients à en faire qu'une des seules approches. Donc, la conclusion générale était qu'il faut les deux. Donc, pour en revenir un petit peu à ce qui se passe, donc tout ce qui est les chamboulements récents dus à l'élection de Donald Trump en tant que président américain, il y a énormément de décisions qui sont prises aussi pas directement dans la région du Caucase, mais en tout cas proche de nous, avec donc la décision de Trump d'essayer de trouver un terrain d'entente pour arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que pour vous, ce qui est décidé du côté du gouvernement américain pourrait avoir un impact indirectement sur l'Arménie, sur la région du Caucase de façon générale? Et comment est-ce que l'Arménie va s'inscrire dans cette reconfiguration, dans cette nouvelle reconfiguration, à votre avis? Alors,
L'année dernière était une grande année d'élections, comme vous le savez, et nous sommes rendus compte dans notre équipe de recherche qu'il y avait deux grandes élections qui nous impactaient. C'était les élections en Géorgie et les élections aux États-Unis. Donc nous avons fait un scénario planning en été dernier pour vraiment essayer de configurer les différents scénarios. Et nous avons même écrit sur le sujet avec un think tanker américain de Foreign Policy Research Institute. La grande question, et vous avez raison de la poser, et tout dépendra de l'entente, s'il y en a effectivement une, entre le président américain et le président russe. Et à quel point le Caucase va être affecté par cette entente. Certains disent qu'effectivement, s'il y a une entente, la Russie serait plus à même à se recentrer sur le Caucase. Et sachant que les États-Unis seront en retrait, surtout en retrait au niveau régional plutôt, avec une suspension du format de Washington, des négociations peut-être. Donc c'est assez compliqué, mais je voudrais revenir sur votre première question, si vous me le permettez. Vous m'avez demandé qu'est-ce que ça veut dire pour l'Arménie en général, de ces chamboulements de l'ordre mondial. Je vais reprendre ce qu'a dit le président finlandais que j'ai écouté durant la Munich Security Conference, qui a dit que l'Occident doit se recalibrer. Et donc, l'Arménie aussi, nous avons tous besoin de repenser nos bases. Et les chamboulements confirment la poussée vers la diversification, plutôt que de nous pencher vers un seul partenaire ou un seul camp. Nous devons nous diversifier. Et cela est vraiment dans le sens des changements que nous voyons dans l'ordre mondial, qui va plus dans un sens de réseau, plutôt que d'un monde qui est basé sur des règles de droit international, et aussi de régionalisation. Lorsque nous avons fait nos scénarios l'été dernier, nous nous sommes rendus compte que quoi qu'il en coûte, ce qui est important pour l'Arménie n'est pas seulement de multiplier ses relations diplomatiques avec l'Amérique latine ou avec ces pays lointains, amicaux, mais c'est aussi de bien comprendre ses voisins. Et donc, voilà, on parle de régionalisation, c'est un des grands thèmes de notre recherche cette année. Et nous faisions déjà pas mal avec l'Iran, avec des chercheurs iraniens. Nous sommes en contact avec eux. Nous le faisons aussi avec des chercheurs azerbaïdjanais parce que nous sommes impliqués dans des track 2 ou des track 1.5. Et nous voulons travailler plus avec la Géorgie. Nous avons commencé l'année dernière, mais il faut travailler beaucoup plus. Et aussi avec la Turquie. Donc cette compréhension de la région et de ses voisins, ça pourrait apporter quoi à l'Arménie au plan sécuritaire, sur son plan diplomatique peut-être même? Oui, eh bien, c'est une bonne question. Il faut, bien sûr, la grande finalité, c'est la stabilité de l'Arménie, mais il faut aussi bien comprendre les enjeux économiques parce que nous avons seulement 2 frontières qui sont ouvertes avec la Géorgie et l'Iran. Et en réalité, et je me suis rendu compte au cours des 2 dernières années en tant que vice-présidente d'Apri Arménia, il n'y a pas suffisamment de dialogue entre les experts géorgiens et les experts arméniens sur la relation bilatérale. Et il y a beaucoup de choses à faire pour creuser. Cela m'a beaucoup étonnée que le partenariat stratégique entre l'Arménie et la Géorgie n'a qu'à été signé en janvier 2024, par exemple. Mais aussi, donc la Géorgie, elle est importante en tant que telle, c'est notre voisin. 70% de notre commerce passe par la Géorgie, mais c'est aussi, que l'on veuille ou non, un passage vers la Russie ou le reste de l'Union économique eurasiatique, et aussi notre passage vers l'Union européenne, vers l'Europe. Donc c'est très important de mieux comprendre les enjeux économiques et politiques que nous avons avec la Géorgie. Donc c'est plutôt enjeux économiques et politiques.
Pour en revenir à la sécurité, donc comme on le sait depuis 2020 avec la guerre du Karabakh et le fait que l'Arménie ait été sortie perdant, a été vaincue face à l'Azerbaïdjan. Donc la sécurité de l'Arménie, c'est un point majeur, c'est le point d'inquiétude pour tout Arménien. Et la résurgence d'une nouvelle attaque sur le territoire arménien penche plus vers la certitude que vers la théorie. Même si l'Arménie a diversifié, comme vous l'avez dit, au niveau de son armement, le gouvernement de Pachinian se retrouve quand même sous le feu des critiques pour sa conciliation, pour des concessions qui sont faites à l'Azerbaïdjan. Comment vous faites l'analyse de la politique sécuritaire du gouvernement arménien ? Alors, premièrement, selon nos chercheurs dans le domaine militaire, je confirme que l'architecture sécuritaire de l'Arménie a profondément changé et je voudrais vous donner plusieurs données. Depuis quand, à votre Depuis 2022. Premièrement, entre 2022 et 2024, nos dépenses dans le budget, dépenses militaires, ont doublé. Cette année, nous avons alloué 1,7 milliard de dollars à la défense. C'est peut-être proportionnellement petit, mais c'est un record historique dans le budget arménien. Deuxièmement, notre partenaire sécuritaire était exclusivement la Russie et l'Organisation de traités de sécurité collective. Elle ne l'est plus. Nous avons beaucoup plus de partenaires sécuritaires. Selon nos estimations, le gouvernement a signé des contrats d'armement avec l'Inde à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Et avec la France à hauteur de 250 millions de dollars. Troisièmement, nos institutions militaires étaient fondées sur le modèle russe et cela est en train de changer avec des réformes en cours. Nous avons vu que le ministère des Forces armées a publié en novembre dernier un concept de transformation des forces armées. Donc, vous me demandez, est-ce que cela est pertinent? Je vous dirais oui. Parce qu'il faut deux pans pour bien moderniser notre armée et aussi renforcer notre stratégie de dissuasion. Il nous faut diversifier et non pas se fonder seulement sur un seul partenaire. Et il faut aussi développer nos propres capacités locales. Donc cela concerne nos réformes, mais aussi de promouvoir et de soutenir le développement d'entreprises locales qui sont spécialisées. Donc la manufacture plutôt. Voilà, il y a aussi ces deux camps. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce que fait le gouvernement, le ministère est suffisant? Pas sûr. Le concept, je vous en ai parlé, est sorti 4 ans après notre défaite en 2020. Moi, je trouve cela tard. Je sais qu'ils ont travaillé sur des pans qui sont inscrits dans le concept, mais je trouve que la publication 4 ans après est tardive. Et il y a aussi des éléments tels que la structure de l'armée que mes collègues disent aussi qu'aurait pu être accélérée davantage. Donc, il faut accélérer. Il faut aller de l'avant pour pouvoir, mais c'est sur la bonne voie. Oui, donc du coup je voulais aussi, comme vous avez parlé de la diversification, on parle beaucoup de la diversification des partenaires, France, Inde, on parle récemment de Chypre aussi. Est-ce que finalement ça suffit de se diversifier en achat d'armes? Est-ce qu'il ne faut pas d'autres éléments avec ces partenaires de renforcement du partenariat autre que de l'achat des armes? Oui, tout à fait, parce que comme nous le disons, ça ne suffit pas un équipement, il faut aussi la formation, il faut aussi la connaissance. Et donc effectivement, mis à part l'armement, dans le domaine sécuritaire, la diversification ou le développement de l'architecture sécuritaire consiste aussi dans la formation, la capacity building, renforcer nos institutions. En réalité, nous avons fait du travail sur le sujet où l'Arménie, il y a des instructeurs militaires français. Ce que je veux dire, c'est que même dans les accords du gouvernement arménien avec l'Inde et la France, il y a un élément formation. Il y a des instructeurs qui viennent. Il y a même un conseiller permanent français qui est dans le ministère des Forces armées arméniennes. Il y a aussi un conseiller américain. Donc, il y a du travail dessus. Donc, en matière sécuritaire, c'est diversification totale.
dans d'autres pans de notre architecture en général, ça l'est moins. Je parle surtout, peut-être pour une autre fois, de l'économie où nous avons une grande dépendance envers la Russie, que ce soit dans le commerce ou dans l'énergie. Oui, ça c'est. Je pense que c'est quand même lié à la sécurité, même de loin, parce que si économiquement on est dépendant d'un seul pays, où on a une partie de l'importation, la majorité de l'importation et de l'exportation vers la Russie, ça pose problème au niveau sécuritaire aussi. Donc l'Arménie devrait diversifier aussi au niveau économique pour vous, et c'est ce qui peut faire. C'est ça. C'est ça, et c'est compliqué. Je ne peux pas dire si c'est encore plus compliqué ou pas, mais c'est compliqué parce que l'Arménie est membre de l'Union économique eurasiatique, qui est un marché sans douane pour le monde, enfin pour certains pays de l'ancienne ère soviétique. Et nous avons eu des bénéfices à ce sujet-là. Et aussi, d'une manière ironique, nous avons pu booster notre budget militaire grâce à l'afflux d'immigrants russes en Arménie. Ironie, hein. Oui, donc c'est assez ironique de voir que, voilà, c'est grâce... Enfin, bon, il y a aussi cet élément-là. Mais il y a énormément de travail à faire et d'études par la Banque centrale ou par d'autres institutions officielles et spécialisées sur vraiment la faisabilité du retrait si nous voulons vraiment nous retirer de l'Union économique eurasiatique, parce que nous ne pouvons pas faire partie de l'Union européenne et même être candidat à l'Union européenne, l'accession, et faire partie de l'Union économique eurasiatique. Donc il va falloir décider. Et alors, dernière question, je voulais savoir si, on va parler plutôt de l'Union européenne justement, donc dans un de vos rapports, vous dites constater l'omission du Caucase du Sud et de ses voisins, mis à part de la Russie dans le contexte de guerre en Ukraine, dans les orientations politiques de la nouvelle Commission européenne. Et donc vous dites que en fait, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne d'être plus présente sur la scène caucasienne de la région. À votre avis, est-ce que c'est une erreur de l'Union européenne de prendre cette distance par rapport à tout ça, ou en tout cas d'être un peu plus passive comparée à d'autres pays, que ce soit des pays occidentaux comme les États-Unis pour l'instant, jusqu'à récemment, ou d'autres pays de l'ère soviétique, et comment l'Union européenne pourrait devenir un acteur plus présent dans la région du coup? C'est une question. Je vous aurais répondu autrement avant Munich et avant les négociations à Riyad. Il faut que je approfondisse ma pensée, mais je peux vous dire qu'effectivement, selon notre recherche, l'année dernière, nous avons fait un rapport de recherche sur la relation Union européenne-Arménie, puis un article que vous avez lu en septembre avec des recommandations concrètes pour la nouvelle commission. Et un de nos grands points que je constate toujours est l'absence de cohérence et de stratégie dans la politique de l'Union européenne dans le Caucase. Il y a une contradiction entre est-ce que notre politique étrangère est basée sur des valeurs comme l'état de droit et la démocratie. C'est pour cela que nous nous retirons de la Géorgie, c'est pour ça que nous aidons l'Arménie en tant que démocratie qui essaie de s'en sortir, ou elle est basée sur des intérêts économiques, d'où partenariat avec une petite dictature ou une moyenne dictature. Voilà. Donc voilà, donc il y a cette contradiction, et je pense que c'est vraiment cette contradiction qui donne une perception de faiblesse à toute partie prenante qui observe l'Union européenne dans le Caucase ont une perception de faiblesse, je pense, à cause de cette contradiction. Je vous rappelle aussi que le haut représentant des affaires étrangères, Barroso, le 21 septembre 2023, j'y tiens beaucoup, alors que les Arméniens du Haut-Karabakh étaient dans le blocus, mais sous les feux des tirs azéris, a donné une déclaration écrite selon laquelle toute détérioration de la situation entraînera des conséquences graves pour l'Azerbaïdjan. Il ne s'est rien passé. Et cela, tout le monde le voit. Tout le monde. Donc, pour que l'Union européenne soit plus forte, il faut qu'elle applique
ces déclarations verbales. Il faut que l'on voit une Union européenne beaucoup plus forte. Mais elle est aussi divisée, cette Union européenne, quelque part. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en est arrivé à ça. Elle n'arrive pas à se décider à avoir une voix unique qui parle et qui décide finalement. C'est ça. Mais donc c'est un problème lorsqu'on s'investit tellement dans quelque chose comme l'Union européenne l'a fait, et nous nous en sommes reconnaissants depuis 2022. Elle a été très impliquée dans le Caucase. Mais malheureusement, je pense que nous voyons les limites aussi, les limites de sa force géopolitique qui ont été aussi renforcées durant Munich. Mais il faut pas non plus voir le côté négatif des choses, dans le sens où l'Union européenne a une force. Et sa force, c'est l'économie, c'est sa diplomatie commerciale. Et donc là, ce que peut faire l'Union européenne, c'est aider l'Arménie à se diversifier en lui donnant des conseils, et ça peut se faire aussi au niveau bilatéral. Et aussi à vraiment essayer d'ancrer, je pense, dans l'esprit des gouvernements du Caucase que des projets régionaux économiques ont des finalités pacifiques, parce que l'Union européenne a été créée avec cette philosophie. Et je voudrais mettre en avant ce projet du câble énergétique sous-marin de la mer Noire, qui, la Géorgie et l'Azerbaïdjan y font partie. L'Arménie a été exclue. L'Union européenne devrait travailler à ce que l'Arménie soit incluse dans ce projet pour vraiment, parce que de l'autre côté du projet, nous avons des États membres de l'Union européenne. Et donc, il faudrait vraiment travailler dessus pour... c'est là, je pense, que l'Union européenne devrait se focaliser. En fait, miser sur l'Arménie comme pays démocratique, en fait, c'est de comprendre... Oui et non, et je ne pense pas non plus que l'Union européenne devrait fermer les portes à la Géorgie, dans le sens où si elle arrête de s'engager avec la Géorgie, cette porte sera fermée pour toujours pour la Géorgie, et peut-être aussi ça va être encore plus difficile pour l'Arménie. Parce que comment pouvons-nous même considérer être État membre si nous n'avons aucune frontière autour de nous avec l'Union européenne? Enfin, c'est pas possible. Donc, la Géorgie est très importante pour l'Arménie. D'un point de vue sécuritaire, il nous semble ici en Arménie, évidemment, donc, comme je l'ai dit, une attaque de l'Azerbaïdjan n'est pas imminente, mais en tout cas risque très probablement de se produire. Pour vous, quels sont les signes qui tendent justement vers cette théorie-là, même si ça paraît plutôt... Le risque d'escalation? Ouais. Alors, il y a le langage et les actions. Dans le langage, les comportements et les actions. Donc, dans le langage, écoutez, je pense que ça a été extrêmement couvert dans la presse arménienne, par CivilNet, l'entretien du 7 janvier, avoir des conditions sine qua non pour toutes sortes d'accords de paix n'est pas un comportement constructif. Donc parler de Zangezur, du corridor de Zangezur à chaque fois, parler de l'Azerbaïdjan occidental pour insinuer, voilà, donc il y a un langage qui ne prête pas confiance à un partenaire ou à une partie qui veut vraiment la paix, premièrement. Donc le comportement, c'est surtout dans les négociations. Nous voyons des progrès, par exemple sur la frontière, mais ça ne veut pas dire que les progrès que nous voyons dans ce projet, dans ce track, continuent dans d'autres domaines. Mais nous avons peut-être 80% de l'accord qui a été finalisé. Mais en anglais, dans les négociations, on dit « Nothing is agreed until everything is agreed ». Rien n'est acquis tant qu'on n'est pas d'accord. Voilà, donc il faut être d'accord sur tout pour que on puisse dire qu'il y a un accord. Donc il y a cela et finalement, nous voyons aussi, si on regarde le budget militaire de l'Azerbaïdjan, cela a aussi été énormément accéléré ou augmenté. Nous voyons aussi les mouvements
d'avions entre Israël ou d'autres partenaires sécuritaires de l'Azerbaïdjan vers l'Azerbaïdjan. Donc tout cela ne prête pas... C'est des avions militaires, enfin, pour remettre un peu en contexte, donc c'est des avions qui cherchent à aller dans un autre pays pour s'armer et revenir avec de nouveaux armements en Azerbaïdjan. C'est ça. Donc pour faire court, langage, comportement et action qui présagent rien de bon. Qui ne présagent rien de bon. Reste à ce que l'Arménie soit prête, du coup. Oui, on va travailler dessus. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.